Bonjour à tous, merci d'assister à ce webinaire de ce matin. Alors, petit mot d'explication avant de présenter les intervenants. Il s'agit donc d'un webinar dans lequel nous allons diffuser des slides, donc j'espère que vous les voyez bien. Les participants n'ont pas la possibilité de poser des questions, mais n'ont pas la possibilité de s'exprimer, d'avoir accès aux caméras. En revanche, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions. Il y a un onglet questions, des questions écrites auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire. Alors, nous remercions Transparency International qui co-organise ce webinaire ce matin avec nous. Et nous avons la représentante de Transparency International, Laurence Fabre, qui est en charge du secteur privé et de l'enseignement supérieur, qui intervient plus particulièrement sur ces problématiques de lanceurs d'alerte. Nous avons également plusieurs associés du cabinet, dont Thierry Dor, qui est spécialisé en matière de données personnelles, et Fouque de Rostolan, qui est spécialisé en matière de droit social, ainsi que moi-même, qui est spécialisé en matière de compliance et droit pénal, parce que, on l'a vu, les problématiques de lanceurs d'alerte posent des sujets complexes qui interviennent, qui concernent plusieurs sujets du droit, puisque il y a des problématiques bien sûr de droit du travail, mais également de données personnelles, et puis bien sûr des sujets de droit pénal ou d'enquête pour savoir comment gérer ces alertes. Donc on va aborder cela. Laurence Fabre, je vous laisse la parole peut-être pour présenter Transparency International brièvement. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci Sophie de nous avoir proposé d'intervenir dans le cadre de ce webinaire. Transparency International est une ONG spécialisée depuis plus de 25 ans sur les sujets de lutte contre la corruption. C'est une ONG internationale. Nous disposons d'à peu près 130 bureaux dans le monde. Et donc, nous avions à la fois une vision sur ces sujets internationale et une expertise et une expérience que nous partageons, notamment dans le cadre du programme que je suis chez Transparency International en France, c'est-à-dire l'accompagnement des acteurs et notamment les acteurs du secteur privé, puisque j'anime depuis maintenant plus de 2 ans un forum des entreprises engagées qui est un groupe d'entreprises, à peu près une trentaine, qui partagent les bonnes pratiques et notre vision sur ces sujets. Transparency International, c'est une ONG, donc l'activité essentielle de Transparency, c'est évidemment le plaidoyer, le partage d'expertise, c'est aussi le renforcement des standards en matière de lutte contre la corruption et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, puisque nous sommes évidemment sous le statut d'une ONG. Notre bureau est à Berlin et nous essayons de promouvoir l'intégrité et de donner les moyens pour combattre la corruption dans les pays où nous sommes présents. Nous avons évidemment, nous menons des actions de lobbying, bien sûr, auprès des autorités publiques pour faire avancer les législations dans ce domaine. Nous avons un rôle important qui concerne bien évidemment l'accompagnement des victimes et des témoins de la corruption. Par le CAJAC, ces centres d'action juridique et d'accompagnement citoyen, nous en avons 60 dans le monde et la France en dispose d'un. Nous sommes agréés par la haute autorité, le ministère de la Justice, par ailleurs pour engager des actions en justice. Des actions en justice que nous engageons notamment sur le sujet des biens mal acquis, c'est-à-dire la saisie en France des biens concernant des dignitaires de pays qui détournent les ressources et les fonds publics de leur pays. Et donc, nous agissons pour que les populations victimes puissent bénéficier des saisies pénales qui sont effectuées en France par les magistrats. Et puis nous avons un rôle d'information et de sensibilisation et d'accompagnement, je le disais, sur l'ensemble de nos sujets qui concernent évidemment la vie publique, le financement de la vie publique, la transparence, le lobbying, les actions en justice, je viens d'en parler, la restitution, ce qu'on appelle la restitution des avoirs des biens mal acquis, et puis un plaidoyer dédié à l'alerte éthique, puisque Transparency International est l'organisation qui a été consultée pour proposer, dans le cadre de la loi Sapin 2, un premier projet de rédaction concernant le statut du lanceur d'alerte.
Merci Laurence. C'est une transition parfaite, je pense, pour justement faire un petit point très rapide. On ne va pas être trop juridique et rentrer dans trop de détails sur le dispositif que vous connaissez, qui a été mis en place par la loi Sapin 2, qui a unifié et créé un régime général des lanceurs d'alerte. Pour rappel, si on veut résumer la loi Sapin 2, elle oblige enfin, sur l'aspect lanceur d'alerte, hein, pardon, parce que la loi Sapin 2 est très dense et contient beaucoup de dispositions, mais sur l'aspect lanceur d'alerte, la loi Sapin 2 oblige les entreprises de plus de 50 salariés à mettre en place un dispositif d'alerte éthique. Alors, la loi Sapin 2 a posé une définition du lanceur d'alerte qui est définie comme une personne physique qui agit de bonne foi et de manière désintéressée pour dénoncer des faits qui constituent des violations des lois, des règlements, des dispositifs éthiques et toute une série de dispositions. Alors, le principe de la loi Sapin 2, c'est le slide de 28. Il y a un dispositif qui est en échelle, c'est-à-dire que la loi Sapin 2 prévoit que le lanceur d'alerte doit utiliser le slide 28, Sabrina, pardon. Je suis désolée, un petit problème technique. Non, c'est pas le bon, d'accord. Bon, peu importe. Je suis désolée parce que un sujet. En fait, le lanceur d'alerte en droit français actuel a la possibilité soit d'effectuer une alerte auprès de son supérieur hiérarchique, soit auprès de l'entreprise. Et si jamais cette alerte ne s'avérait pas satisfaisante, de saisir les autorités compétentes ou de saisir, si jamais au bout d'un délai de 3 mois, il n'y a pas de réponse ni de l'entreprise, ni des autorités compétentes, le public. Donc, c'est un dispositif en étapes, avec plusieurs étapes, et donc qui protège quelque peu l'entreprise, puisque l'entreprise est le premier destinataire de l'alerte, et sauf s'il existe un danger grave ou imminent, c'est le destinataire initial de l'alerte, et c'est à elle qu'il incombe de traiter cette alerte. Et la divulgation publique ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un délai de 3 mois s'il n'y a pas de réaction. Donc, ça permet à l'entreprise de traiter cette alerte, et surtout, ça l'oblige à réagir. Alors, la loi Sapin 2 contient également des dispositions de protection des lanceurs d'alerte. Foulk, je vais peut-être te laisser expliquer les modalités de protection actuelles des lanceurs d'alerte telles qu'ils sont définies par la loi Sapin 2 avant qu'on présente en quelques mots les projets de la directive européenne. Oui, bien sûr. Merci Sophie. Alors, lorsqu'on parle du régime de protection des lanceurs d'alerte, assez classiquement, il faut envisager deux choses, le domaine de la protection et puis la nature de la protection. En ce qui concerne le domaine de la protection, on a effectivement la loi Sapin 2 qui est la loi actuellement en vigueur, et puis on a la directive de 2009 qui prévoit des dispositions qui se sont d'ailleurs largement inspirées de la loi Sapin 2, mais qui vont plus loin sur un certain nombre de questions ou de sujets. Alors, en ce qui concerne la loi Sapin 2, donc le droit en vigueur en France, tu l'as dit, sont concernés par la protection les personnes physiques qui agissent de bonne foi et qui ont constaté personnellement un crime, un délit, une violation d'un engagement international, etc. Et qu'elle signale à travers le canal approprié. Dans la directive de 2019, le champ d'application personnelle de la protection est largement étendu, puisqu'il concerne non seulement les salariés et les fonctionnaires ayant constaté des infractions, mais également des travailleurs indépendants, également les dirigeants, les actionnaires, les bénévoles, les stagiaires, y compris les candidats à ces fonctions, y compris des anciens salariés ou des anciens fonctionnaires. Et la protection s'étend même d'une part aux salariés des
contractants, sous-traitants, etc. Et puis d'autre part, à tous les facilitateurs, c'est-à-dire ceux qui ont pu aider finalement au signalement de l'infraction. Donc on a un champ d'application personnel qui est beaucoup plus vaste dans la directive et qui va conduire à une certaine inflation de la protection en droit français, puisque le droit français, à ce jour, est donc pas conforme à la directive, et il y aura donc un travail de transposition qui va être mené dans les 2 prochaines années. Donc voilà pour le champ d'application personnel. En ce qui concerne le champ d'application matériel, en revanche, la directive est un petit peu moins disante que le droit français, puisque la directive ne vise qu'un certain nombre d'infractions qui sont listées dans des domaines qui concernent, alors je ne vais pas tous les lister, mais il y a l'environnement, il y a les transports, il y a les marchés publics, etc. Et donc il y a des domaines qui sont listés, contrairement au droit français, où ce sont des incriminations dans tout domaine en réalité qui peuvent faire l'objet d'une alerte et pour lesquelles le lanceur d'alerte est protégé. Cela dit, on imagine mal que le législateur français réduise finalement le champ d'application matériel de l'alerte et donc de la protection qui est attachée. Et donc, in fine, on aura probablement une inflation qu'on peut considérer comme positive ou négative selon la façon dont on l'envisage, mais une inflation du domaine de la protection, puisqu'on aura vraisemblablement plus de personnes protégées et que, en revanche, on ne risque pas, je pense, de revenir sur le champ d'application matériel de la protection. Donc voilà pour le domaine. Ensuite, sur la nature de la protection. Alors, dans la loi Sapin 2, il y avait plusieurs types de protection qui étaient prévues contre les lanceurs d'alerte. Tout d'abord, la protection de l'identité du lanceur d'alerte, évidemment, donc la confidentialité relative au nom de la personne qui lance l'alerte. Également, bien sûr, une interdiction de toute obstacle ou de toute, alors d'une part de obstacle au lancement d'alerte, bon, même si ça peut être considéré comme relativement théorique parfois, mais pas toujours. Et puis interdiction, bien sûr, de la divulgation du nom du lanceur d'alerte, sauf exception, dans lesquelles je ne rentre pas pour pas perdre trop de temps. Ensuite, l'élément le plus essentiel, bien sûr, de la protection, c'est l'interdiction des représailles. Interdiction des représailles effectives contre le lanceur d'alerte, donc que ce soit la sanction disciplinaire, le licenciement, la rétrogradation, etc. Et enfin, dans la loi Sapin 2, l'aménagement de la charge de la preuve. Pour ceux qui font du travail, tout ça est codifié à l'article 1132.3.3 du Code du travail. Aménagement de la charge de la preuve, donc, qui consiste à protéger le lanceur, enfin, qui consiste finalement à considérer que lorsque un lanceur d'alerte a de bonne foi lancé une alerte, tout préjudice qu'il subit de façon finalement contemporaine est présumé trouver sa source dans l'alerte. Et donc, il y a une présomption que c'est une mesure de représailles, et c'est dans ce cas, et du coup, c'est à l'employeur de renverser la charge de la preuve, de montrer que la mesure que subit le salarié n'est pas en lien avec l'alerte qui a été lancée, ce qui est bien sûr difficile. Dans la directive de 2019, tous ces éléments sont repris et on va même un petit peu plus loin, ce qui imposera donc encore une fois une transposition en droit français de ce que prévoit la directive, puisque non seulement ce sont les représailles qui sont interdites, mais ce sont également les menaces de représailles. Ce sont également toute perte de quelque nature que ce soit qu'aurait subi le salarié. C'est l'atteinte à sa réputation, le blacklisting. Donc, ça va bien au-delà de ce que prévoit aujourd'hui le droit français. Et puis, dans les mesures de protection assez innovantes de la directive et qu'il faudra transposer en droit français, il y a également toute une série de mesures qui sont relatives à l'information du lanceur d'alerte sur ses droits, sur les mesures d'assistance dont il peut bénéficier, y compris, bien que ce soit laissé pour le coup à la discrétion des États membres, des assistances de nature financière. Et puis pour terminer, parce que j'ai été un peu long, la directive prévoit également, de façon assez innovante, une immunité de responsabilité
du lanceur d'alerte, qui est assez largement défini par la directive, contre voilà, des reproches qui seraient liés, par exemple, à la violation du secret des affaires, à la diffamation, etc. Donc autant de choses qui devront être transposées en droit français. Merci Foulk. Donc en résumé, la directive va encore étendre le champ de protection des lanceurs d'alerte à une époque où en plus certains lanceurs d'alerte, et il y a des articles de presse en ce moment et certaines affaires dans lesquelles on accuse les lanceurs d'alerte de parfois être manipulés ou d'agir à des fins pas nécessairement de bonne foi et de manière désintéressée. La notion de désintéressé ayant d'ailleurs disparu de la directive, ce qui va quand même changer certaines choses. Et cette immunité, c'est quelque chose qui pourrait être préoccupant pour les entreprises parce qu'on peut quand même exclure en pratique qu'il y ait des alertes, et nous on le voit dans certains dossiers, des alertes qui ont des buts soit pour un salarié de se protéger parce qu'il est dans une situation, je dirais, de pré-licenciement et que l'alerte peut être utilisée à des fins de protection, soit parce que l'alerte est faite dans le but, alors notamment ce qui se posera avec la directive, si l'alerte émane d'un tiers, elle pourrait être faite dans le but de nuire à l'entreprise parce que ce tiers pourrait être téléguidé par un concurrent, par exemple. Alors, il y a un point sur lequel je voulais revenir, que tu parlais de l'obstacle à l'alerte et tu disais que c'était quelque chose de théorique, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit en pratique parce que le système français, comme il pose un dispositif d'alerte qui peut être fait soit par les lignes dédiées, c'est-à-dire l'alerte éthique, enfin la ligne en général, l'adresse sécurisée qui est faite, et dans ce cas-là, on peut identifier assez facilement l'alerte, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets, et nous on l'a vu dans certains cas, parce que les entreprises, enfin, c'est pas les entreprises, c'est comme l'alerte peut être faite à n'importe quel supérieur hiérarchique, certains ne sont pas familiers au sein des entreprises avec ces problématiques et n'identifient pas qu'il s'agit d'une alerte. Et on voit des situations, moi je l'ai vu récemment dans un dossier, dans lequel l'alerte passe inaperçue en quelque sorte, et en fait le supérieur hiérarchique, bon, a une dénonciation, il voit pas, mais il n'identifie pas que ça rentre dans un régime particulier. Et ça, c'est vrai que les entreprises doivent, et ça peut-être, Laurence, ce que tu vois, toi, ce qui intervient beaucoup dans les entreprises, c'est vrai que nous, ce qu'on observe en tant que praticiens, c'est un certain retard et une certaine difficulté à avoir cette culture de l'alerte, qui est quand même pas très française, et qui n'est pas toujours traitée comme il se doit, puisque quand une entreprise, pour rappel, reçoit une alerte, elle est obligée de la traiter pour déterminer si elle est sérieuse, elle doit informer le lanceur d'alerte de ça, et il faut faire en quelque sorte une enquête. Alors, Laurence, je ne sais pas si tu peux dire un mot de ce que tu as observé, toi, dans les entreprises, sur la mise en place des alertes. C'est vrai, Sophie, que la question de l'alerte éthique est un enjeu culturel extrêmement fort, et la France, sur ce point, a du mal à comprendre ce qu'est véritablement le mécanisme de l'alerte, qui est souvent associé à de la dénonciation, de la délation, étant entendu que nous sommes tous à peu près éduqués dans l'idée qu'il ne faut jamais se mêler des affaires des autres. Et donc, l'ensemble de ces préjugés font que la notion a une certaine difficulté à s'implanter. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier ce qu'est la philosophie de l'alerte, pour laquelle la France a une législation qui est quand même conceptuelle, c'est-à-dire au-delà des alertes existant sectoriellement, nous avons une véritable définition et un véritable statut de ce qu'est le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui assume une part de responsabilité dans l'intérêt général. Donc l'alerte, ce n'est pas une culture de la dénonciation. L'alerte, c'est vraiment une culture de la responsabilité que nous assumons chacun là où nous sommes pour le compte de l'intérêt général. Et je crois que une des difficultés sur ce point, bien que l'on oublie les deux piliers de ce qui fonde véritablement l'alerte éthique, à savoir la redevabilité, et ce principe de la redevabilité, c'est-à-dire il convient de rendre compte, et les organisations, entreprises, mais pas seulement, sont engagées dans une voie où on voit bien qu'on leur demande aujourd'hui d'être de plus en plus en prise avec leurs parties prenantes. Et donc,
le mécanisme de l'alerte y participe très clairement. Rendre compte que nous l'avons déjà édicté pour les fonctionnaires publics dans la Déclaration des droits de l'homme. Rendre compte est dans l'intérêt général. Voilà ce qui fonde véritablement les deux jambes, on va dire, de l'alerte éthique. Alors ensuite, si l'on pose bien cette culture, cette définition, et qu'on accompagne par beaucoup de pédagogie, ce qu'est véritablement un lanceur d'alerte, je crois qu'il ne faut pas non plus y inclure des débats qui, de toute façon, sont des débats qui préexistent. Je m'explique. À la faveur de l'adoption de la loi Sapin 2 et de la création du statut de lanceur d'alerte, sont apparus les débats du risque, et c'est l'intitulé d'ailleurs de ce webinaire, est-ce que le lanceur d'alerte constitue un risque supplémentaire pour l'entreprise, et d'ailleurs même la transposition de la directive qui supprime les paliers, est-ce que cette transposition de la directive fait courir aussi un nouveau risque pour les entreprises? On sait tous, parce que vous êtes avocat et je l'ai été, que dans les dossiers, bien avant qu'il existe un statut de lanceur d'alerte, il y a toujours eu des gens qui, pour des motivations personnelles, de règlement de compte, éventuellement de chantage ou dans l'intérêt de nuire, ont dénoncé des faits au juge d'instruction, et aucun dossier politico-financier n'y échappe, pas plus que certains dossiers purement financiers. Donc, de toute façon, statut du lanceur d'alerte ou pas, palier sur le sujet ou pas en interne, les personnes qui sont animées d'une intention malveillante, pour laquelle, évidemment, le risque réputationnel de l'entreprise est encouru, sont de toute façon peu sensibles à la question du lanceur d'alerte. Et à mon sens, ce statut du lanceur d'alerte n'apporte pas un risque supplémentaire pour l'entreprise sur ces sujets. Donc, il faut évacuer la question de la dénonciation calomnieuse, du chantage que l'on connaît depuis toujours, qui existera toujours, indépendamment du statut de lanceur d'alerte. Au contraire, je crois que la transposition de la directive en supprimant les paliers est à la fois incitative et protectrice des entreprises, contrairement à l'appréhension que l'on peut en avoir. Là encore, l'entreprise, on le sait aujourd'hui, elle a tout intérêt à avoir un système d'alerte qui fonctionne bien en entreprise. Ça veut dire un système qui remonte des informations. Alors, c'est pas du tout, ça signifie pas que l'entreprise a plus de problèmes qu'une autre organisation, mais ça signifie qu'on a confiance dans le dispositif qui a été élaboré. Et effectivement, au cœur du dispositif de l'alerte éthique, c'est la question de la confiance qui est posée. C'est la raison pour laquelle le législateur a aussi procéduré la façon dont il faudrait mener les enquêtes sur la loi Sapin, sur l'alerte. Mais en supprimant les paliers, la directive incite les entreprises à renforcer leur dispositif interne d'alerte éthique. Parce que, on le sait, les enjeux pour les entreprises d'aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de signalements en interne, quand bien même ceux-ci d'ailleurs ne sont pas forcément éthiques, mais en tout cas, avoir des plateformes d'alerte qui fonctionnent bien et qui induisent de la confiance. Et à ce titre-là, l'absence de palier est une façon d'inciter les entreprises, et ce que ça a souhaité la directive, inciter les entreprises à renforcer leur système d'alerte interne de façon à ce que le salarié puisse, le tiers, selon la directive, puisse y avoir accès. J'ajoute par ailleurs que des études, il y a l'absence de palier existe déjà dans des législations, notamment en Grande-Bretagne. Les études ont montré très clairement que quand le système d'alerte était robuste en interne au sein des entreprises, le lanceur d'alerte passait toujours par la plateforme de signalement d'alerte interne pour 75% des cas. Donc en réalité, c'est là aussi une fiction que d'imaginer que le lanceur d'alerte va faire son signalement immédiatement à l'extérieur. Si au contraire, la plateforme, le système d'alerte en interne, la pédagogie, la communication qui est faite autour, induit, génère de la confiance, le lanceur d'alerte fera son signalement en interne dans l'entreprise.
Merci Laurence. Alors permets-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec toi, parce que bon, je vois toujours le côté noir des dossiers, mais c'est normal et on est côté entreprise, que on voit déjà qu'avec le dispositif de Sapin 2 et ce système en palier, il y a une grande difficulté dans les entreprises à mettre en œuvre, notamment en raison, et Thierry y reviendra juste après, le traitement, les règles relatives au traitement des données personnelles, peut-être les divergences entre la CNIL et l'AFA sur les modalités de traiter ces alertes, ce qu'on verra aussi par la suite. Mais moi, j'ai quand même peur, et parce que je l'ai vu dans des dossiers, il y a des alertes qui sont mal fondées. On voit que la protection contre la dénonciation calomnieuse, elle est quand même assez relativement faible et elle prend des années. Et on voit que le préjudice réputationnel peut être très mauvais. Nous, c'est quelque chose en tant que praticien et d'avocat d'entreprise. Moi, je suis dans des dossiers de diffamation où on voit que le mal est fait quand c'est parti sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux où on voit quand même, et on l'a vu pendant la période du Covid, tout le monde s'improvise spécialiste de ci et de ça et a des avis sur tout et de choses extrêmement graves. Et avec avec des propos qui peuvent être extrêmement graves. Enfin, quand on voit des plaintes déposées pour assassinat, enfin, bon, à cause du Covid, enfin, on tombe un peu sur la tête. Il y a quand même des risques pour l'entreprise qui sont réputationnels. Quand vous êtes une entreprise cotée et que vous avez un article qui part sur Internet vous accusant de telles allégations, mais même de harcèlement ou de faits beaucoup plus graves, le mal est déjà fait. Donc moi, j'ai peur que la disparition des paliers soit un vrai problème pour les entreprises et risque d'entraîner va entraîner des risques importants. Ce d'autant qu'on voit que, alors qu'on est assez précurseur et que la France est très en avance avec Sapin 2 sur le traitement des alertes, il y a un retard au démarrage et nous, on le voit parce qu'on est souvent sollicité pour assister dans ces dossiers-là, quand ça tourne mal ou que les faits sont assez sérieux, parce qu'on nous demande de faire l'enquête à la suite de l'alerte. Bah, déjà, il y a une difficulté, l'alerte n'a pas toujours été identifiée à temps, le traitement n'est pas du tout de mauvaise foi d'entreprise, parce qu'il y a cette difficulté à identifier ce qui est une alerte et à la mettre en place. Alors, je suis d'accord avec toi, il faudra renforcer la culture de l'alerte au sein de l'entreprise parce que ça peut être très utile, notamment en matière d'hygiène et de sécurité ou le signalement d'un défaut de fonctionnement d'un équipement ou de choses comme ça peuvent être très utiles. Mais d'abord, on voit qu'en France, il y a quand même très peu d'alertes. C'est quand même pas la culture française. Et puis, moi, j'ai peur quand même que la directive, avec la suppression des paliers, n'entraîne une espèce je dirais, d'affaires qui n'aient pas toujours les fondements qui soient les bons, alors même s'ils existaient avant. Et puis, tu parlais des dénonciations faites au juge d'instruction, c'est quand même adressé à un juge d'instruction qui a une certaine, qui peut apprécier ce qui est juste ou pas juste. Mettre quelque chose sur Facebook à n'importe qui ne comprend pas toujours de quoi on parle sur des sujets relativement techniques, ça a quand même un danger. Et je dirais, une fois que c'est sur Facebook, ou d'autres réseaux sociaux, je suis un peu old school, le mal est fait pour une entreprise. Vous avez un message sur Twitter, c'est sur Twitter et le mal est fait. Donc moi, je suis un peu sceptique là-dessus. Alors, il y a un autre sujet qui est important et je voudrais, Thierry, que tu nous dises un mot parce que c'est aussi la problématique des données personnelles. Dans ce traitement des alertes, on voit qu'il y a plusieurs matières et plusieurs problématiques. Le droit social, on en a parlé, la protection des lanceurs d'alerte et surtout des salariés. Mais il y a aussi la problématique des données personnelles. Thierry, si tu peux dire un mot et comment ça doit être géré parce que pour moi, c'est toujours ça me paraît très complexe. Et est-ce que la CNIL a été plus précise et comment la CNIL s'articule avec l'AFA? Parce que de mémoire, il y avait quelques petits. Enfin, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur l'interprétation. Tu peux nous dire un mot de ça, Thierry? Oui, Sophie. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CNIL s'intéresse donc au traitement des données personnelles. Donc, on a des données personnelles qui sont traitées en ce qui concerne le lanceur d'alerte, mais on a aussi des données personnelles qui sont traitées en ce qui concerne la personne visée par l'alerte. Et je pense qu'il est important de comprendre que la raison pour laquelle le traitement des données personnelles a pu créer des difficultés dans le cadre de la gestion de dispositifs d'alerte professionnelle, c'est parce que la CNIL s'est toujours inquiétée plus du sort de la personne visée par l'alerte que du sort du lanceur d'alerte. Et donc, la question est prise en fait un petit peu à l'envers par rapport à ce que vous avez pu expliquer jusqu'à présent. La CNIL a une doctrine extrêmement précise sur la question des dispositifs d'alerte professionnelle. Je vous rappelle que la première fois, la première date importante dans l'implication de la CNIL dans les systèmes de whistleblowing, puisque c'était à la suite
la mise en œuvre des lois Sarbanes-Oxley aux États-Unis. C'était en 2005, où la CNIL a retoqué 2 dispositifs d'alerte mis en place par des filiales françaises de groupes américains. Et la raison pour laquelle la CNIL avait retoqué ces dispositifs d'alerte, c'est parce qu'elle était très sensibilisée au risque pour les personnes visées, le risque de dénonciation calomnieuse, le risque de stigmatisation. Et donc, la CNIL avait souhaité mettre un coup d'arrêt au développement des dispositifs d'alerte Sarbanes-Oxley pour être sûr qu'ils soient bien encadrés. Alors, la CNIL avait réagi assez rapidement en prenant une autorisation unique, la fameuse AU004, pour permettre, dans des règles extrêmement précises, la mise en place de dispositifs d'alerte. Et encore une fois, à l'époque, c'était vraiment les filiales françaises de groupes cotés américains puis japonais. Donc, le champ d'application, pour revenir à ce que nous expliquait Foulk, était extrêmement limité. Et puis, par la suite, ce champ d'application a fait l'objet d'élargissements progressifs, c'est-à-dire que les alertes étaient à l'origine limitées au domaine de l'infraction financière, des problèmes de corruption, et puis progressivement, ça a été élargi aux problèmes de concurrence, ça a été élargi aux problèmes de harcèlement. La CNIL a eu l'occasion, au cours des 15 dernières années, de préciser ce qu'elle acceptait ou pas en matière de dispositifs acceptant les dénonciations ou les alertes anonymes. Donc, il y a toute une, je dirais qu'il y a toute une culture de la CNIL et toute une jurisprudence de la CNIL en matière de dispositifs d'alerte. Et d'ailleurs, la CNIL a publié en décembre 2019 un nouveau référentiel en ce qui concerne les dispositifs d'alerte qui vient remplacer l'ancienne AU004, référentiel qui anticipe la transposition de la directive de manière à offrir aux entreprises un cadre le plus clair possible en ce qui concerne le traitement des données personnelles dans le cadre des dispositifs d'alerte professionnelle. Mais encore une fois, la CNIL s'intéresse beaucoup à la personne visée. Et donc, les difficultés qu'on peut rencontrer, elles tiennent au fait que la CNIL joue son rôle en s'intéressant beaucoup à la personne visée. Alors, quelles sont les difficultés pratiques qu'on rencontre dans la mise en place d'un dispositif d'alerte et surtout dans la vie du dispositif d'alerte? Plus d'ailleurs que dans sa mise en place, je vous parlerai tout à l'heure des questions qui tiennent à la mise en place du dispositif d'alerte. Je pense que la première difficulté, elle est liée à la durée de conservation des données. La CNIL a une position assez stricte sur le fait que si une alerte ne fait pas partie du champ d'application du dispositif, les données doivent être effacées immédiatement. Elle a une position assez stricte sur le fait que si l'enquête ou l'évaluation est close, les données ne doivent pas être conservées au-delà d'un délai raisonnable, au-delà de la clôture de cette enquête. Donc, le délai qui a été fixé par la CNIL dans le référentiel, c'est un délai de 2 mois. Dès lors qu'il n'y a pas d'autre suite à l'issue de l'évaluation, les données doivent être effacées au bout de 2 mois. Et bien entendu, lorsque l'alerte donne lieu à une procédure, à un contentieux, à une mesure disciplinaire, bien entendu, là, les données peuvent être conservées pendant la durée de la procédure, plus les prescriptions applicables. Et c'est vrai que cette logique de l'effacement rapide, de la conservation courte des données, peut poser des problèmes aux entreprises qui souhaiteraient pouvoir conserver les données pour pouvoir faire la preuve qu'elles ont mis en œuvre l'ensemble des diligences qui étaient requises par les différentes réglementations qui les obligent à mettre en place des systèmes pour lutter contre les fraudes, la corruption et autres questions. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est celle de l'information de la personne visée. Alors là, c'est une question qui a été, je dirais, exacerbée avec le RGPD, puisque le RGPD prévoit à son article 14 que lorsque des données sont collectées de manière indirecte sur une personne, cette personne doit être informée assez rapidement. Et normalement, elle doit être informée au maximum dans un délai d'1 mois. Alors, il y a une dérogation qui est possible dans le RGPD, qui permet, lorsque l'information de la personne concernée mettrait en péril l'objectif même du traitement, de retarder cette information. Mais là, les entreprises sont souvent confrontées à une question délicate. Est-ce que véritablement il y a péril en matière de conservation des preuves, sachant que maintenant, très souvent, les preuves peuvent être sauvegardées par des moyens informatiques. Donc, est-ce qu'elle peut retarder, au-delà du délai d'1 mois, l'information de la personne visée par l'alerte pour des questions de maintien des preuves, ou est-ce qu'elle a l'obligation de respecter ce délai d'1 mois? Et souvent, il y a des questions un peu compliquées, un peu épineuses sur la gestion de ce délai d'1 mois. Et puis, dernier point, dans
dans la mise en œuvre des alertes qui peut aussi se poser. C'est que lorsque l'alerte n'est pas le résultat de la mise en place d'un dispositif obligatoire, mais qu'il s'agit d'un dispositif éthique, facultatif, se pose la question du droit d'opposition, puisque les personnes concernées, les personnes visées, bénéficient d'un droit d'opposition. Alors, on sait que le droit d'opposition, il a une dérogation lorsqu'il s'agit de l'exercice d'un droit en justice ou lorsque le responsable de traitement poursuit un intérêt légitime et impérieux, mais il peut y avoir des questions qui sont un peu délicates en matière de tests pour savoir si on accepte ou pas l'exercice d'un droit d'opposition. Et puis, il y a un dernier point que je souhaiterais mentionner, parce on parle beaucoup du RGPD, on parle beaucoup de la CNIL, mais les dispositifs d'alerte aujourd'hui sont mondiaux, ils sont globaux. On connaît bien le régime du RGPD, on a toujours la conviction un peu chauvine, eurocentrée, que le RGPD, c'est l'alpha et l'oméga, mais de plus en plus, à travers le monde, il y a de nouvelles réglementations en matière de protection des données personnelles. Et donc, pour les entreprises qui mettent en place des dispositifs d'alerte globaux, ça devient parfois un peu difficile de s'assurer que leur dispositif respecte l'ensemble des exigences des législations nationales. Voilà, le RGPD n'est pas toujours la norme absolue. Il peut y avoir d'autres normes en matière de protection des données qui rendent la vie des entreprises un petit peu difficile dans la mise en œuvre et surtout l'exploitation de leurs dispositifs d'alerte. Merci Thierry. Oui, donc c'est encore une problématique. Bon, c'est intéressant de voir que la CNIL, elle cherche à protéger la personne objet de l'alerte plutôt que le lanceur d'alerte, alors que toute la législation vise plutôt à protéger le lanceur d'alerte. Poulk, comment réagir, parce qu'on a évoqué les risques quand même d'alerte mal fondée, ou quelles sont les sanctions qui peuvent être mises en œuvre à l'égard d'un salarié, alors puisque dans le cadre de Sapin 2, c'est essentiellement à l'égard d'un salarié qui ferait une alerte de mauvaise foi ou dans un but de se protéger en vue de sanctions de licenciement par exemple? Alors, il faut envisager en fait plusieurs cas de figure. J'ai expliqué tout à l'heure le régime de la protection des lanceurs d'alerte. Cette protection, elle ne bénéficie qu'à ceux qui respectent les conditions, bien sûr, et en particulier dans les modalités du lancement de l'alerte. Tu évoquais tout à l'heure qu'il y avait différents canaux, le canal interne, le canal externe, la divulgation publique. Bon, un salarié qui irait directement à la case, entre guillemets, de la divulgation publique, sans être dans une des exceptions qui permet de faire directement une divulgation publique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de danger grave ou imminent, s'il n'y a pas de menace de représailles, c'est quelqu'un qui ne bénéficie pas de la protection. Et si donc, à la fin, il s'avère que son alerte est mal fondée, et ben dans ce cas-là, il est hors du champ de la protection du lanceur d'alerte et donc soumis en fait au régime de droit commun du droit du travail. Bon, ça c'est un cas de figure relativement simple. Le cas de figure évidemment un petit peu plus délicat, c'est celui où l'alerte s'avère in fine mal fondée, mais où elle est régulière en la forme. Et dans ce cas-là, la notion qui est au cœur du débat, et on l'a bien vu d'ailleurs tout à l'heure avec vos échanges, Laurence, Sophie, c'est la notion de bonne foi. Alors dans la directive de 2019, il est dit que le lanceur d'alerte bénéficie de la protection s'il avait des motifs raisonnables de croire que les faits qu'il dénonce étaient avérés. C'est une définition qui est assez intéressante parce que ça implique que celui qui fait une dénonciation trop légère, sans avoir un petit peu de matière, ne bénéficie pas de la protection associée au lancement de l'alerte. La notion aujourd'hui dans le droit positif français, c'est celle pour le coup de bonne foi et puis de désintéressement, mais ça c'est autre chose. Et cette notion de bonne foi, elle est apparemment proche de celle qui est développée dans la directive avec les motifs raisonnables de croire, mais elle n'est peut-être pas tant que ça. Je pense que le droit français tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas interprété par la jurisprudence, offre une protection plus importante aux lanceurs d'alerte parce que finalement, la façon dont la bonne foi est interprétée par les juges en droit français, en fait, la bonne foi est plus ou moins assimilée à l'absence d'intention malveillante. Donc, il suffit qu'il n'y ait pas eu d'intention malveillante, même si l'alerte est un peu légère,
pour que, enfin, en tout cas, c'est mon interprétation de la jurisprudence aujourd'hui et de la loi, pour que le lanceur d'alerte en droit français bénéficie de la protection associée au lancement de son alerte, et donc pour qu'il ne puisse pas être sanctionné, même si, encore une fois, in fine, l'alerte s'avère mal fondée. Et puis il y a un dernier cas qu'il faut peut-être envisager, qui est un petit peu plus délicat, enfin encore que, c'est celui où l'alerte a été irrégulière dans la forme, mais in fine, il se trouve qu'elle était bien fondée. Et dans un cas comme celui-là, ça paraît évidemment très difficile de dire qu'on sanctionnerait un salarié pour avoir fait directement une divulgation publique, par exemple, alors que, in fine, les faits qu'il a révélés sont exacts. En tout cas, la sanction du licenciement serait probablement extrême, mais on peut imaginer en revanche que certaines formes de protection soient levées, parce que si l'alerte est irrégulière, on ne bénéficie pas de la protection spécifique aux lanceurs d'alerte. Et donc, par exemple, sur la confidentialité de l'identité, éventuellement, un lanceur d'alerte ne pourrait pas se plaindre que son nom est divulgué si lui-même n'a pas respecté en quelque sorte les règles du jeu et n'a pas suivi la bonne procédure. Voilà. Est-ce qu'il y a très peu de décisions qui ont été rendues sur le régime de protection de Sapin 2, parce qu'il y a des décisions, moi, je connais des décisions antérieures sur la dénonciation calomnieuse, mais sur le régime antérieur. Est-ce qu'il y a beaucoup de contentieux sur la protection du lanceur d'alerte, de salariés qui se prétendent lanceurs d'alerte et qui ont fait l'objet de sanctions? Non, alors, quelque chose d'assez marginal, en fait, parce que je crois qu'il y a peu d'alerte, très peu. Sur le lancement d'alerte, très peu. Il y a une ou deux décisions de première instance. En revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est que le régime, cet aménagement de la charge de la preuve en matière de lancement d'alerte, il est exactement identique à l'aménagement de la charge de la preuve qui existe en matière de harcèlement, de discrimination. Et donc, finalement, on peut raisonner par analogie et se dire que la façon dont les juridictions jusqu'à la Cour de cassation appréhende le régime de la preuve en matière de harcèlement ou de discrimination pourrait tout à fait être appliqué en matière de lancement d'alerte. Et d'ailleurs, dans le code du travail, de façon un petit peu bizarre, les lois, enfin le texte relatif à la protection des lanceurs d'alerte est inséré dans la partie relative aux discriminations. Thierry, est-ce qu'en matière de protection des données, il y a eu du contentieux? Est-ce qu'il y a des personnes visées par une alerte ou des lanceurs d'alerte qui ont demandé à exercer leurs droits à la destruction d'archives, de sujets comme ça? Parce que je n'ai pas vu ça, mais ce n'est pas ma spécialité. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou c'est pour le moment très… En fait, il y a assez peu de contentieux judiciaires, puisque généralement, lorsqu'une personne considère que la réglementation loi de 78, informatique et liberté, n'a pas été respectée, son réflexe naturel va être de s'adresser au régulateur, donc de s'adresser à la CNIL, et généralement la CNIL va contacter l'entreprise. Et donc, ce sont des affaires qui généralement se règlent entre la CNIL et l'entreprise et qui donnent très peu lieu à du contentieux judiciaire. Notamment parce qu'il y a assez peu de contentieux indemnitaires en matière de violation des règles de protection des données. En revanche, il y a une décision célèbre en matière de champ d'application du dispositif d'alerte. C'était une décision d'Assosystème sur ce dispositif d'alerte d'Assosystème qui est remonté jusqu'à la Cour de cassation en 2009, justement sur l'invalidation du périmètre du dispositif d'alerte qui excédait les recommandations de la CNIL. C'est-à-dire qu'en plus des sujets classiques, ce dispositif d'alerte pouvait être utilisé pour d'autres types d'alertes, notamment en matière de respect du code de l'entreprise ou en matière de violation de la propriété intellectuelle, qui était pour cette entreprise un élément extrêmement important de sa stratégie. Et voilà, donc il y a cette décision qui a été largement commentée à l'époque, mais il y a assez peu de contentieux judiciaires sur les difficultés qui peuvent exister entre un individu visé par une alerte, un lanceur d'alerte et l'entreprise qui gère son dispositif d'alerte.
des sujets, enfin nous c'est des choses qu'on a pu voir d'ailleurs ensemble, il y a des sujets et c'est vrai que ça existe, il y a des salariés qui exercent ça et c'est vrai que c'est pas toujours facile à résoudre, comme tu le dis en plus dans un contexte international où parfois il y a des législations qui peuvent être différentes et il y a des problèmes de conflit de loi en quelque sorte. Ah, peut-être, Laurence, c'est quelque chose sur lequel on est passé assez brièvement. Si tu pouvais nous dire un mot, parce que sur la transposition de la directive, où on en est en Europe, parce que j'avais l'impression, mais peut-être à tort, qu'on était relativement en avance, alors peut-être moins que la Grande-Bretagne, qui est un pays anglo-saxon où la culture du whistleblowing est plus, je dirais, fait plus partie du système. Est-ce qu'on est complètement, la France est précurseur avec Sapin 2, complètement en retard, on en est où? Alors, je comprends qu'il y a peu de pays qui ont transposé la directive, mais même, quels sont les régimes qui existent un peu en matière de lanceurs d'alerte en Europe? Ce serait peut-être pas mal, Sophie, qu'on puisse avoir, Sabrina, je ne sais pas si vous pouvez l'afficher, la carte sur les régimes de protection des lanceurs d'alerte en Europe qui figure dans les slides. Peut-être pouvez-vous nous la transmettre, parce que nous voyons effectivement à travers cette cartographie qui colore les systèmes de protection dont bénéficient les lanceurs d'alerte. Vous avez des niveaux de protection tout à fait variables, puisque la France, l'Italie, pays du Nord, on va dire, et Royaume-Uni bénéficient d'une législation assez forte en matière d'alerte éthique, mais vous le voyez, la majorité encore des pays sont soumis à un niveau de protection du lanceur d'alerte assez faible. En gros, c'est la slide suivante. On a à peu près 12 États membres sur 27 qui disposent aujourd'hui d'une législation générale sur la protection des lanceurs d'alerte. Vous n'avez aucune protection ou presque des lanceurs d'alerte du secteur privé dans à peu près 10 pays de l'Union européenne. Une obligation légale pour les entreprises de mettre en place un dispositif de signalement interne dans 8 pays, la Croatie, la France, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Slovaquie, l'Italie et les Pays-Bas. La charge de la preuve repose effectivement en cas de représailles sur l'employeur dans 12 pays et 9 États prévoient des sanctions ou des pénalités en cas de représailles, d'ingérence avec un signalement ou de manquement à l'obligation de confidentialité. Sur ce point, j'ai préparé à l'attention des participants une bibliographie du mouvement Transparency International et je vous invite à prendre connaissance du rapport qui a été fait par les Pays-Bas en fin 2018 sur justement l'état de la protection des lanceurs d'alerte en Europe. C'est toujours utile parfois pour certaines filiales de connaître quels sont les dispositifs qui sont prévus à cet effet. J'ajoute par ailleurs un petit mot, juste pour un petit mot, désolée de t'interrompre, pour les participants, on va vous adresser les slides parce qu'on a eu une petite difficulté technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu les passer, enfin j'ai pas pu les passer moi-même, problème informatique, les joies du webinar, les joies du direct. Donc on va vous adresser, comme ça vous aurez la biographie complète, parce qu'on a préparé justement ces slides de manière assez détaillée pour rappeler le régime et le contenu de la directive de manière détaillée, pour plus débattre, puisque le webinaire est assez court, sur le contenu que sur le régime juridique. Donc, on va vous les adresser après à l'issue et donc vous aurez accès au slide de Laurence et à la biographie Transparency. Désolée, mais je pensais que c'était nécessaire parce que c'est un peu compliqué. Simplement pour compléter peut-être, vous aurez aussi un outil utile qui permet de savoir où nous en sommes en Europe sur la transposition de la directive. Vous savez qu'en France, nous devrions avoir un premier projet de loi. Alors, remaniement oblige, les choses seront certainement un peu retardées, mais un rapport Wasserman avait été rendu par le Parlement sur le sujet à la fin de 2019. Dans le cadre de travaux qui concernent le Conseil de l'Europe, mais nous devrions avoir un calendrier prochainement de cette transposition, puisque nous n'avons pas commencé en France à transposer la directive. Et par ailleurs, nous disposons d'un outil que je vous ai communiqué qui permet de mesurer où en sont les pays européens
sur cette transposition. Donc là aussi, n'hésitez pas à le consulter. Vous verrez d'à peu près 30% ont commencé véritablement à y réfléchir, alors même que nous avons un calendrier fixe, puisque nous devons transposer avant le 17 décembre 2021. Je fais une précision, Sophie, si tu le permets, sur peut-être les grandes lignes du champ de la directive. N'oublions pas que dans la directive, nous avons une clause de non-régression qui a été d'ailleurs obtenue par la France et un plaidoyer actif de transparence sur le sujet, puisque nous ne pouvons pas perdre le bénéfice des protections qui sont celles de la loi Sapin 2 par le seul jeu de la directive. Donc nous aurons une transposition relativement douce, puisque la France dispose d'un degré de protection des lanceurs d'alerte qui est relativement élevé et de mécanismes de signalement très élaborés. Mais de toute façon, la directive prévoit une clause de régression à cet effet. Deuxièmement, un des enjeux très forts, c'est pour nous, dans cette nouvelle législation sur l'alerte éthique qui va découler de la transposition de la directive, c'est d'essayer de supprimer un peu le millefeuille législatif que nous avons aujourd'hui. Vous savez que nous avons la loi Sapin sur l'alerte qui a conceptualisé en fait la notion d'alerte, mais nous avons aussi dans des législations sectorielles un certain nombre de mécanismes d'alerte, et donc la directive est aussi l'occasion de se débarrasser de ces mécanismes d'alerte sectoriels qui compliquent quelque peu la donne. Mais attention aux risques que nous avons aussi dans le cadre de la transposition de la directive. La directive concerne les violations du droit de l'Union, et donc son champ matériel est à la fois fragmenté et large et extrêmement difficile à comprendre, puisque nous avons des violations du droit de l'Union, mais nous avons aussi une très grosse annexe à la directive qui permet d'indiquer que même dans les domaines pour lesquels l'Union européenne est compétente, ce ne sont pas l'intégralité de ces domaines qui sont couverts, mais dans ces domaines des champs particuliers. Donc la directive est déjà complexe de ce point de vue-là. Et en théorie, nous pourrions avoir un système de loi Sapin 2 qui pourrait perdurer et un système de directive, de transposition, un outil législatif de transposition de directive pour les violations du droit de l'Union. Et c'est un des écueils qu'il nous faut éviter aujourd'hui dans le cadre de cette transposition, c'est évidemment ne pas superposer une protection qui est issue de la directive pour les violations de droits de l'Union, avec la loi Sapin 2 existant, et par ailleurs en profiter pour se débarrasser de toutes les législations sectorielles qui embarrassent, qui compliquent très largement les mécanismes de l'alerte éthique. Merci Laurence pour ces précisions. Alors, on allait aborder un sujet et on me dit qu'il y a une question sur ce sujet, donc c'est intéressant, c'est comme quoi on avait anticipé les bonnes questions. Sur le régime américain, les différences entre le système européen maintenant et le système américain, c'est vrai que le système américain est très différent en ce qu'il n'est absolument pas désintéressé, puisque c'est un système, un dispositif, que ce soit devant le DOJ ou devant la SEC, qui encourage les alertes et les rémunère de manière, il y a eu récemment une décision où un compliance officer d'ailleurs a fait une dénonciation auprès de la SEC et a obtenu une rémunération aux États-Unis pour son alerte. Ça, c'est c'est la principale différence, parce qu'il y a un système en droit américain de protection des lanceurs d'alerte qui existe en France, mais la grande différence, et bon, alors après il y a des règles techniques, et sur les données personnelles, je pense que le système est également différent, mais là je ne suis pas assez experte pour y répondre. Mais en fait, la grande différence, c'est une différence culturelle, c'est-à-dire que l'alerte est rémunérée, il y a une incitation à l'alerte contre rémunération. Et il y a un encouragement des gens à faire des alertes pour obtenir rémunération, ce qui parfois est exactement contraire à l'esprit de la loi Sapin 2. Alors avec la directive, ça va évoluer un petit peu puisque ce caractère désintéressé disparaît. Donc on voit que c'est ça essentiellement la différence. Transparency, qui est partout dans le monde, Laurence, quelle est sa position par rapport à justement la rémunération des lanceurs d'alerte? Est-ce que c'est quelque chose, parce qu'on se plaint qu'en Europe, ça ne fonctionne pas très bien? En France, c'est vrai nous, on le voit et nos clients nous le disent. Il y a beaucoup d'alertes, mais les alertes portent essentiellement sur des sujets de droit social, je dirais
pas toujours très important. Il n'y a pas de vraie alerte sur des sujets. Alors, je ne sais pas si avec le Covid, c'était un peu l'objet aussi de cette conférence, c'est de se dire, mais on ne l'a pas vu pour le moment avec le Covid, est-ce qu'il y aura de nouvelles alertes? Alors oui, d'alerte, machin, porte pas son masque, mais est-ce qu'il va y avoir, et est-ce que le fait de rémunérer l'alerte, ça pourrait être une solution? Personnellement, j'y suis bien évidemment opposée, mais quelle est la position, Laurence, de Transparency, et vous, votre expérience, vous qui gérez mondialement, je dirais, ces problématiques? D'abord, il faut savoir que dans le cadre de la directive, il y a une porte qui est ouverte sur l'incitation et le soutien à l'alerte et l'incitation au mécanisme d'alerte. Donc, la directive renvoie aux États membres pour la question de la rémunération des lanceurs d'alerte. Tu l'as indiqué, le système anglo-saxon est tout à fait différent. Aux États-Unis, on est vraiment sur le chasseur de primes qui n'a rien à voir avec la conception du lanceur d'alerte en France, puisque la loi Sapin 2 a souhaité intégrer la notion de désintéressement, notion d'ailleurs qui disparaît dans le cadre de la directive européenne. Seul subsiste l'intérêt général et la bonne foi au titre des conditions sur la protection du lanceur d'alerte. Le mouvement n'a pas une position complètement unifiée sur la rémunération des lanceurs d'alerte, mais la France qui a toujours été opposée, nous avons publié un papier de position à cet égard en 2018 pour expliquer pourquoi Transparency France était opposée à la rémunération des lanceurs d'alerte. Le débat est ouvert, l'Agence française anticorruption y est totalement favorable et souhaite d'ailleurs faire avancer la législation sur ce point. Mais nous y sommes opposés pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a des retours d'expérience sur ces mécanismes dont on voit des effets assez pervers. On parlait des États-Unis, mais vous avez la Corée et la Malaisie qui ont aussi adopté un système de récompense si le signalement permet de recouvrer des fonds. Alors, il y a un double désavantage d'abord qui est celui qui est présenté pour le lanceur d'alerte à lui-même. On a constaté, je le regarde en même temps que je vous parle, qu'en réalité, le signalement d'intérêt général d'abord n'induit pas nécessairement de recettes fiscales et peut dévoyer la notion même de signalement dans l'intérêt général avec des dérives possibles justement vers la délation. Lorsque, évidemment, la loi Sapin 2 a été adoptée, la principale critique, on en a reparlé aujourd'hui, c'est vous favoriser, évidemment, la délation. Je crois qu'au contraire, c'est un système qui sécurise les organisations à un moment où, on l'a rappelé aussi, les enjeux en termes d'image réputationnelle se sont considérablement accrus compte tenu de la puissance des réseaux sociaux, mais pas que, mais aussi du journalisme d'investigation, qui est devenu une véritable profession à part entière, qui n'était pas le cas, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Donc, le lanceur d'alerte, la notion peut être dévoyée, si vous voulez, avec un effet d'aubaine. Hein. On va attendre finalement que les dysfonctionnements s'accroissent pour remporter la récompense maximale. Donc, il n'y a peut-être pas le temps de réaction qu'on aurait eu si le mécanisme était désintéressé. Et puis, je reprends des chiffres. Quand on regarde, par exemple, les chiffres au niveau de la SEC, vous avez plus 76% de signalements en 2012, dont la moitié ne sont pas pertinents et qui ont créé un engorgement du système, de sorte qu'il est aujourd'hui dans ces pays mis en cause et remis en cause comme étant un mécanisme d'incitation. Cela étant, pour conclure, l'aspect rémunération, tel qu'on l'entend, chasseur de primes, n'est pas le seul mécanisme incitatif qui permettrait de renforcer les dispositifs d'alerte. Le débat ne se résume pas uniquement à l'aspect financier. Vous avez d'abord la nécessité de valoriser en interne le statut du lanceur d'alerte, et ce n'est pas nécessairement encore par de la récompense, mais en interne, ce peut être aussi une journée sur les lanceurs d'alerte que l'on peut organiser dans le cadre des journées d'éthique, par exemple, qui sont des bonnes pratiques qui permettent de mieux faire comprendre ce qu'est un lanceur d'alerte et surtout d'en valoriser le statut comme étant finalement un auxiliaire à la bonne marche de l'entreprise. Donc ça, ce sont des bonnes pratiques qu'on voit se développer, notamment en Australie. Vous avez aussi
des mécanismes incitatifs qui sont directement ceux de la directive. Je vous le disais, la suppression des paliers a été conçue comme un mécanisme pour inciter les entreprises à réellement développer et à renforcer la confiance autour de la notion du lanceur d'alerte et du signalement. Donc c'est un mécanisme incitatif et non pas un mécanisme de défiance vis-à-vis des acteurs. Et troisièmement, vous avez aussi des débats que le défenseur des droits a rappelé dans son rapport annuel et à l'occasion d'ailleurs du colloque qu'il a organisé sur les lanceurs d'alerte, dont les écrits ont été rapportés. Donc, il est facile aussi de les consulter, qui démontrent qu'il faut inciter, évidemment. On est tenu de trouver des mécanismes incitatifs aujourd'hui, et ce peut être, par exemple, la possibilité de constituer un fonds sur les amendes qui seraient payées par les entreprises, ce fonds n'allant pas directement au lanceur d'alerte en lui-même, mais à un fonds destiné au soutien des lanceurs d'alerte. J'ajoute que ces fonds de ce soutien aux lanceurs d'alerte existent déjà à travers ce qu'on appelle la Maison des lanceurs d'alerte. La Maison des lanceurs d'alerte est un organisme que nous co-présidons et qui apporte à la fois un soutien juridique, mais aussi financier, psychologique et moral aux lanceurs d'alerte lorsqu'ils sont confrontés à des situations personnelles particulièrement difficiles. Merci Laurence pour cette position. Alors ce qu'on voit, c'est quand même ce que tu dis sur la récompense et la valorisation des comportements éthiques et en matière de compliance. C'est quelque chose que nous, on voit en matière de conformité, de lutte contre la corruption très régulièrement et notamment dans les dernières recommandations du DOJ américain sur l'évaluation des programmes de conformité. Il pose la question aux entreprises, comment vous récompensez les comportements éthiques et justement toutes ces choses-là. Alors moi, il y a quand même un sujet qui me pose problème dans cette notion même de lanceur d'alerte. Et en t'écoutant, ça me revient et je pense qu'on a l'impression qu'il y a besoin de l'alerte. Mais pourquoi il y a des problématiques dans les entreprises, il y a des suspicions, on peut tout à fait aller voir les choses sans être protégé par un régime. On a l'impression qu'on voit quand même toujours l'entreprise comme quelque chose de négatif et quelqu'un d'hostile à l'alerte, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a certaines problématiques, les entreprises aimeraient en être informées. Il n'y a pas besoin de protéger le lanceur d'alerte et il n'y a pas besoin de créer ce climat de suspicion et ce climat effectivement, parce que le régime tel qu'il est fait impose des obligations très lourdes à l'entreprise avec des complexités, on l'a vu, en droit social, en matière de données personnelles, comment j'informe pas la personne qui est obligée de l'alerte, des sujets quand même très complexes et qui ne sont pas toujours évidents à résoudre. On a toujours des hésitations nous-mêmes quand on est questionné par nos clients, en savoir est-ce que je respecte la loi, est-ce que j'informe la personne objet de l'alerte, ou est-ce que j'ai un risque de déperdition des preuves, donc je ne vais pas l'informer tout de suite, et comment on jongle avec ça, et c'est toujours très compliqué. Il y a quand même cette suspicion qui existe toujours sur l'entreprise, et alors que l'entreprise a quand même intérêt, sans qu'il y ait même une alerte, s'il y a un problématique qui est une fraude qui est dénoncée, ou un problématique d'hygiène et sécurité, à le traiter. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté toujours un peu malsain qui existe. Alors on a une question, voilà, je voulais dire sur le sujet. Il y a une petite question plus pratique qui est toujours, alors c'est toujours un peu sur le même thème, si l'entreprise ne traite pas, pour toi, quel type de retour et de recours existe-t-il pour un salarié qui signalerait une alerte qui lui paraîtrait sérieuse, mais qui serait considéré comme l'entreprise comme n'ayant pas de sérieux suffisant pour justifier une enquête et qui dirait, bon, vu des preuves, des éléments communiqués, c'est pas sérieux, on traite pas on ne donne pas suite, on la traite, mais on n'y donne pas suite. Est-ce qu'il y a des dispositions, enfin des choses qui existent en droit social pour ça? En droit social, c'est le dispositif du lanceur d'alerte qui s'applique. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Il y a une gradation dans l'alerte. Lorsque une personne lance une alerte, il y a une obligation pour l'entreprise, ou la personne qui réceptionne l'alerte, d'une part, bon, évidemment tout de suite ou très rapidement d'accuser réception, et ensuite de l'instruire et de faire un retour dans un délai raisonnable. Si ce retour est négatif en quelque sorte, enfin si l'entreprise répond au lanceur d'alerte, circuler, il n'y a rien à voir. Bien sûr, il faudra argumenter cette réponse et voir ensuite si le salarié ou le lanceur d'alerte est convaincu ou pas. S'il n'est pas convaincu, s'il pense que la réponse du gestionnaire de l'alerte est trop légère, eh bien, il a la possibilité
passer ensuite à l'étape suivante. Enfin, en tout cas, dans le dispositif Sapin 2, c'est l'étape suivante, c'est le canal externe. Je ne mentionne pas ici les différentes exceptions qui permettent de sauter des étapes. Et puis avoir aussi que dans le futur dispositif, celui qui résultera de la transposition de la directive, le canal interne n'est même plus une étape obligée. Les États membres sont invités à encourager l'alerte par le canal interne dans un premier temps, mais c'est juste un encouragement. Et le lanceur d'alerte aura la possibilité de passer directement par le canal externe. Et donc, a fortiori, s'il est passé par le canal interne et qu'il a reçu une réponse qui ne le satisfait pas, il pourra passer à l'étape suivante. Étant ensuite entendu que ça peut aussi avoir, à la fin de la procédure, un impact sur l'appréciation de sa bonne foi. C'est-à-dire que s'il a reçu une réponse argumentée, détaillée, charpentée, et qu'il décide pour autant d'aller à l'étape suivante, et qu'à la fin, il s'avère que l'alerte est mal fondée, alors éventuellement, l'appréciation de sa bonne foi sera un petit peu différente. Une question sur la rémunération en matière fiscale, puisque le système fiscal prévoit, la loi fiscale française prévoit maintenant la possibilité de rémunérer alors là, c'est pour le coup, pour moi, c'est des dénonciateurs. En matière fiscale, est-ce que tu sais s'il y a eu beaucoup ça a eu du succès et s'il y a eu beaucoup, alors moi je sais que c'est on sait, c'est que c'est une pratique qui a toujours existé, qui était assez éparse et qui ne donnait pas lieu à beaucoup de dossiers, mais qui existait. Alors, est-ce que depuis la modification de la loi, est-ce que c'est quelque chose qui en pratique s'observe de plus en plus ou ça n'a pas tellement évolué? Laurence? Allô? En matière fiscale, je ne pourrais pas te dire, Sophie, comment le système a évolué. Et, si j'ai pas de chiffres à te communiquer. Vous n'avez pas de chiffres. Non. Non, mais je crois qu'en plus, d'abord, c'est assez récent, malheureusement, donc on n'a pas beaucoup de chiffres. Et puis, bien sûr, il n'y a que l'administration fiscale qui a ces chiffres. Et je ne pense pas qu'ils les dévoilent. Ils ne sont pas très transparents toujours. Donc, en tout cas, je ne les connais pas. En tout cas, je les connais pas. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé en matière fiscale, l'intéressement des délations. Et là, on est vraiment plus, pour moi, dans un système de délation parce que ce n'est pas une alerte dans un but d'intérêt général. Enfin, oui, alors, on peut considérer que l'intérêt général, l'alerte, il faut le voir, c'est un mécanisme aussi de dialogue. Sur les plateformes d'alerte aujourd'hui dans les entreprises, il y a très peu d'alertes d'affaires d'envergure en réalité parce que vous avez aussi des gens qui testent le mécanisme de l'alerte en interne. C'est-à-dire qu'on commence toujours par des petites choses et on regarde la façon dont le système fonctionne. Et si le système est suffisamment sécurisant, à ce moment-là, on peut imaginer que des affaires un peu plus importantes, et l'entreprise y a tout intérêt, je le répète, pourront passer par le dispositif de l'alerte. Donc, n'oublions pas qu'au cœur de ces mécanismes, vous avez des mécanismes de confiance et de dialogue. Sur le fait qu'on n'aurait éventuellement pas besoin de système d'alerte, les chiffres malheureusement démontrent le contraire. La France, vous savez, a été largement épinglée par l'OCDE dans la mise en œuvre de la convention, la grande convention de corruption d'agents publics étrangers que la France a signée en 97. Et il faut bien voir que très peu d'affaires de corruption avant la loi Sapin 2 avaient pu être jugées. Ça tient à la fois aux questions… Pas aux alertes. Là, je ne suis pas complètement d'accord. Pour les traiter quotidiennement, ce n'est pas que les alertes. Hein. Ce ne sont pas que les alertes, mais néanmoins les affaires de corruption existent, c'est ce que je veux te dire. Donc la plateforme d'alerte, c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut faire état de situations, par exemple de situations de conflit d'intérêts, qui à terme peuvent réellement entraîner des situations de corruption importantes et donc des risques juridiques pour l'entreprise, mais des risques aussi en termes d'image et réputationnelle. Donc, on a quand même, en très peu de temps, on a 12 CGIP qui ont été conclus, on a 24 affaires de corruption, dont 3 d'agents publics étrangers qui ont été ouvertes depuis 2016, 9 qui ont été résolues. On ne peut pas dire que la corruption, malheureusement, est sortie de nos systèmes. En réalité, ce qu'on voit dans les systèmes, dans l'alerte, c'est qu'on a aujourd'hui un système supplémentaire
qui permet, parce qu'on parle de l'alerte de manière assez formelle, mais il y a aussi les discussions qui s'engagent derrière, la façon dont on traite l'alerte, et c'est un moyen aussi de porter à la connaissance d'une entreprise des dysfonctionnements, pour l'instant pas forcément les plus graves, mais si le mécanisme fonctionne, à n'en pas douter, des dysfonctionnements plus graves, que l'entreprise a tout intérêt à connaître en amont et bien en amont. Merci Laurence. Je pense qu'il est temps de conclure. Nous sommes très en retard sur l'horaire, qui était que d'1 heure, et je pense que c'est un sujet effectivement qui est très riche et qui nécessiterait plusieurs heures de débat. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, on a besoin de ces alertes. Malheureusement, que c'est pas toujours, ça pose beaucoup de difficultés pour l'entreprise et ça présente des risques et une complexité, à mon avis, grandissante avec la directive européenne. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être, alors si vous avez d'autres questions, on va être obligé de mettre un terme au webinaire parce qu'il faut respecter l'horaire, mais on vous répondra par écrit. Et n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec vos questions, on sera ravis d'y répondre. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on réorganise un webinaire quand on aura le projet de loi ou la loi de transposition de la directive, puisque ça donnera un cadre peut-être plus précis à ces problématiques qui sont posées. Et on verra en tout cas comment la France l'interprète, enfin l'interprète et le transpose surtout. Merci à tous et nous allons donc diffuser les slides et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, nous envoyer un petit mail, on vous répondra par écrit. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Je ne sais pas si vous avez un autre mot de conclusion. Merci Laurence d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Thierry. Merci Sophie pour ton invitation et merci à vous tous pour votre participation. Merci à tous. Merci. Au revoir.